Je suis content, Jules, de te recevoir ici. D'abord parce qu'on a quelque chose à fêter. Deuxièmement parce que tu vas pouvoir me parler de ta musique et de ta composition. Et puis enfin parce qu'on est au pied du clocher de l'église Saint-Séverin et que c'est une église qui se ressemble pour deux raisons. D'abord parce qu'il a été baptisé Huysmans et parce qu'ont été prononcées les obsèques de Bernanos. Alors tu as Huysmans d'un côté, la fin de siècle, la fatigue, une certaine forme de désespoir esthétisant. Et puis ensuite, tu as la correction spirituelle par l'ardeur chrétienne de Bernanos. Alors c'est presque une forme de question qu'on pourrait te poser pour savoir un peu mieux qui tu es. Est-ce que tu as réussi à tuer l'Huysmans adolescent en toi pour te relever par la colère bernanosienne? En route de Huysmans, on est déjà dans cette ardeur-là, presque déjà bernanosienne, dans la mesure où le livre raconte quand même la conversion de Huysmans vers la joie christique. Moi, je me dirige vers, également, artistiquement, j'essaye, en tout cas, c'est mon ambition, et bien qu'il y ait déjà eu de la joie dans ma musique, vers quelque chose de l'ordre d'un panache profond et joyeux, après quand même pas mal d'années à, comment tu as dit, macérer dans l'angoisse fin de siècle. Si Alors toi, qu'est-ce que tu veux dire d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue idéologique dans la musique que tu fais? Peut-être ne veux-tu rien dire d'ailleurs, mais enfin... Je ne veux absolument... C'est-à-dire, il y a plusieurs choses dans ta question. Si j'écris de la musique pure, c'est-à-dire de la musique pour orchestre, de la musique pour quatuor à cordes, je ne veux rien dire de précis, si ce n'est insuffler des impulsions, si tu veux, qui soient... qui se rapportent à des attitudes extrêmement générales, comme peut-être ce dont tu parles dans ton livre sur Homère, le courage, l'aptitude à être soi, si tu veux. Je pense que les musiques profondes et authentiques incitent les individus qui l'écoutent à être eux-mêmes par la suite, si tu veux, dans l'écho de cette musique-là. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un danger à parler de l'art au lieu de le produire? C'est à la place de l'artiste, est-ce qu'elle est dans son cabinet de travail à essayer simplement d'exprimer ce qu'il a en lui, ou à essayer de gloser, comme on le fait sur ce canapé, sur les enjeux de l'expression artistique dans une société à un moment donné? Je pense que tu aurais raison si le monde de la création musicale n'était pas devenu ce qu'il est devenu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail politique à faire. Et c'est pour ça qu'il faut que le diagnostic de l'époque actuelle soit fait, et soit fait de manière précise et intelligente. Et le seul diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui, c'est on a une population en attente, et on a des programmateurs frileux, et on a quand même pas mal d'interprètes qui considèrent qu'ils peuvent faire leur carrière sans création, c'est-à-dire en passant leur vie à jouer du Brahms, du Mozart et du Wagner, qui est de la très très grande musique, mais une société qui consacre aussi peu de pourcentage, par exemple, de son budget à la création, une société, à mon sens, qui va mal. C'est pas le cas en littérature, qui est ton métier, c'est pas le cas du cinéma, c'est pas le cas du théâtre, c'est pas le cas de la peinture. Mais là, tu fais une analyse d'une situation sociale et politique. Tu appelles même ça un diagnostic, c'est le mot que tu as employé. Tu dis qu'il faut reconstruire les choses. Est-ce que tout ça, c'est pas le métier des journalistes, des hommes politiques, des penseurs, des intellectuels? Toi, tu es un artiste. Est-ce que c'est à l'artiste de la combler, cette lacune-là? Tu n'es pas là pour faire un diagnostic, tu es là pour faire de la musique, pour enchanter un public, pour donner de la beauté. Et j'en fais, et je consacre énormément de temps à ça. Si ce n'est qu'il y a quelques mois, en préparant le Grand Prix lycéen des compositeurs, je me suis quand même dit à un moment donné, qu'est-ce que ça signifie, si tu veux? Parce que il y a une autre chose aussi, c'est que contrairement à la littérature, nous avons besoin des musiciens, nous avons besoin des orchestres, et nous avons besoin donc d'une économie qui roule à plein pot, si tu veux, pour nous. Si cette économie ne roule pas, alors il n'y a pas de communication, c'est-à-dire il n'y a pas de public, c'est-à-dire les interprètes ne nous entendent pas, c'est-à-dire les choses ne roulent pas, et finalement le cercle vertueux qui devrait y avoir entre les programmateurs, les producteurs, les compositeurs, les interprètes et le public est rompu. C'est-à-dire en ce moment, ce cercle, il roule de manière très 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 laborieuse. Et c'est ça, je pense, qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire réenclencher la machine pour
retrouver une ébullition artistique qu'on a pu connaître, je ne sais pas, quand on regarde l'après, le wagnérisme, par exemple, qui est un mouvement absolument exceptionnel. Dans les années 20, nous étions encore, il y avait encore des wagnériens, là, malgré Stravinsky, malgré la musique moderne. Et c'était pas strictement musical, c'était total. Et donc voilà, sur ce plan-là, enfin, je trouve que Wagner ou d'autres de sa trempe peuvent être des modèles, si tu veux, pour nous aujourd'hui. Tu es un musicien révolté, en fait. Tu es un révolutionnaire. C'est-à-dire que tu as eu le prix des lycéens, mais tu n'auras jamais le prix des professeurs, en fait. Non, je n'aurai jamais le prix des professeurs. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ta musique? Enfin, moi, je le sais un peu, donc je te pose une question à laquelle je pourrais répondre. Tu mets la poésie, tu mets la peinture, tu mets les visions que tu peux moissonner quand tu te promènes dans la nature, tu mets tes propres sentiments, tu fais une musique intérieure et purement psychologique, tu mets Dieu, tu mets tout ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire la politique. Quel est ton aliment principal? Je pense globalement, j'ai exploré des choses qui étaient de l'ordre d'une espèce de folie angoissée. Et aujourd'hui, j'ai envie de me diriger dans une autre direction, qui est une direction peut-être qui comporte davantage de panache, si tu veux. Et la folie que je veux rejoindre maintenant pourrait se définir comme une folie peut-être plus joyeuse au sens grec, mais aussi au sens chrétien éventuellement. Ou russe même, tu vois, une folie dionysiaque qui englobe tout finalement, mais d'une manière plus énergique. J'ai envie de m'éloigner de l'évanescent en ce moment. Et je crois que ça commence à s'entendre. Et là, la pièce qui sera créée au Festival d'Auvers-sur-Oise, je crois, se dirige tout droit dans cette direction-là. Tu as envie de joie, tu as envie de panache, tu as envie d'ardeur. Exactement. Tu n'as plus envie uniquement de désespoir, fin de siècle, huysmancien, voilà. Pleurant, se lamentant. Et ça, alors ce choix que tu fais, qui est une discrimination très tranchée, qui va vers la joie, qui est nietzschéenne, qui va vers la lumière, qui va vers la vie, qui dit oui à la vie, tu l'as exprimé dans la pièce que tu es en train de préparer, de la mise en musique du poème de la Renaissance italienne, de Luigi Tanzillo, Les larmes de Saint-Pierre. C'est tout d'un coup Saint-Pierre qui est pétri de honte après la trahison du Christ. Et Luigi Tanzillo le condamne dans son poème, très très violemment. Et toi, plutôt que de recourir au Va de retro Satana et au je renie Saint-Pierre et Saint-Pierre doit souffrir dans la douleur de ses larmes, tu préfères chercher le pardon. Donc ça, c'est ça que toi tu appelles la joie chrétienne. Oui, bah, c'est-à-dire j'essaie de corriger un peu le tir de la violence du propos de Tanzillo, c'est-à-dire le contexte était le contexte de la contre-réforme où les hérétiques devaient être combattus. Donc Saint-Pierre devient l'archétype, si tu veux, de l'hérésie au XVIe siècle. Et toutes les œuvres artistiques de cette période étaient des œuvres qui s'inscrivaient dans la contre-réforme catholique pour condamner les hérétiques. Et c'est pour ça que Pierre devait être condamné, comme à l'époque il condamnait les protestants. Aujourd'hui, on est sorti de ces querelles-là. Et je pense qu'on peut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux évangiles. Et dans les évangiles, Jésus pardonne à Saint-Pierre. Et puis Saint-Pierre devient pape. Donc voilà, ça me paraissait approprié, 400 ans plus tard, est-ce que je dis une bêtise? C'est ça, oui, 400 ans plus tard, de pardonner enfin à Saint-Pierre d'avoir menti. Oui, le panache, la joie, la vie, c'est au virage christique en fait. C'est révolutionnaire. Je crois, si on considère. Donc c'est politique. Si on considère que le christianisme est une force révolutionnaire et de subversion absolue dans notre société anthropologiquement capitaliste, oui.
On a parlé de Dieu, mais on n'a pas parlé de la nature. Et c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'en général, on dit « et Dieu » dans tout ça à la fin d'une conversation, alors que là, on renverse les propositions, on renverse la chronologie des termes, et la dernière question, ça serait la nature dans tout ça. Je te pose la question parce que moi, je suis très obsédé par la nature, c'est ce que j'aime, moi. Mon séjour en ville, moi, est une anomalie dans ma vie. Et d'ailleurs, je la réduis de plus en plus, et je reprends très très vite la route des forêts. Et des chants. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime énormément, quand j'écoute de la musique, voir, entendre, comprendre ce qui, chez le compositeur, participe de la pure inspiration organique de la nature. C'est-à-dire le moment où il a voulu retranscrire l'élémentaire, le vent, la pluie, la mer, le souffle, la chaleur, je ne sais pas quoi, le bruissement des feuilles dans les arbres, quand il l'a versé dans sa partition. Bah, je suis très embêté pour te répondre parce que je n'ai pas assez fréquenté la nature, vraiment, pour qu'elle soit une source d'inspiration au point où elle l'est pour toi. D'ailleurs, elle n'est pas une source d'inspiration pour toi, elle fait partie intrinsèquement, je pense, du cœur de ta littérature. Il y a une phrase dans Monsieur Croche de Debussy qui dit « Monsieur Croche, écoutez le vent dans les arbres, écoutez les vagues à la mer, et vous deviendrez un meilleur compositeur. » Ce qui ne veut pas dire d'illustrer le vent dans les arbres et d'illustrer les vagues à la mer dans ces pièces, mais ces mouvements-là, qui sont des mouvements du cycle éternel de la Terre, si tu veux, nous donnent le modèle de l'organicité. C'est ce qu'un professeur à moi, qui s'appelle Philippe Lasserre, appelle le motif contrapuntique, c'est-à-dire cette cellule, si tu veux, qui parcourt les œuvres, qui la structure de l'intérieur et de manière souvent inconsciente chez l'auditeur. Cela dit, c'est inconscient, mais ça existe, et malgré tout, ça structure sans que l'auditeur le sache, son attention et son écoute. Et il a un sentiment d'organicité de par ces structures souterraines, si tu veux. Et grâce à ces structures souterraines, Bach, on voit ça chez Bach extrêmement bien, c'est-à-dire on peut analyser des œuvres extrêmement complexes et on voit, ah tiens, là, le thème, il l'a repris en diminution, en augmentation, c'est-à-dire plus lent ou plus vite, caché dans la troisième voix, si tu veux, on a une texture à 8 voix. Ah, en effet, je ne l'avais pas entendu consciemment, il n'empêche que la présence de ce motif-là, de ce thème-là à tel endroit, et crée les conditions de possibilité de l'organicité dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est la vieille intuition grecque antique. Absolument. Complètement passé de mode aussi d'ailleurs. Oui, mais enfin peu importe, puisque tu as posé d'emblée l'idée que tu étais un iconoclaste dépassé, et tu peux tout à fait recourir à la vieille intuition grecque qui consistait à dire que la nature, par ses structures, son organisation, son harmonie, son équilibre cosmique, était en fait le modèle dont nous devions nous imposer à la fois pour la conduite de nos existences personnelles, pour la conduite des sociétés, c'était la politique, et puis pour le dépassement de la production, alors ça c'était Je crois que tous les artistes les artistes en tout cas ceux qui ont produit des véritables œuvres, et même les plus modernistes d'entre eux, ont conscience intrinsèquement de ça. Ça je le crois profondément, même si on pense à des révolutionnaires dont on dit qu'ils sont modernes et qu'ils rompent, mais peut-être qu'ils rompent pour mieux revenir, peut-être que le sens de réactionnaire pourrait se situer là-dedans aussi, c'est-à-dire une espèce de retour aux origines. Je pense au Sacre du Printemps par exemple. Sacre du Printemps, Stravinsky rompt, et en même temps, il ne rompt pas vraiment, il régénère. Il régénère comme ça dans une conception cyclique, je pense, de l'histoire, beaucoup plus intéressante que la conception de nécessité historique. Oui, toi, tu n'as jamais, tout iconoclaste que tu sois, tu ne prétends pas du tout te débarrasser de l'héritage musical. Ça, pour moi, c'est une idée très, très enfantine, et c'est une idée qui peut être le contraire de la révolution. D'ailleurs, tous les grands révolutionnaires en art, mais en politique aussi, étaient des gens qui avaient une conscience de leur père et de leur héritage extrêmement profonde et accrue.